barricades, il pointe les problèmes du doigt au lieu des escamoter, et puis il parle des vraies choses au lieu de tourner autour des choses. Donc, ces propos, pour moi, ont un impact. En plus, il est économiste. Moi, je ne suis pas économiste, et pour moi, ça a son poids, et ça a son pesant d'or. Donc, Jeffrey Sachs dit exactement ce qu'on dit ici à la zone de résistance depuis octobre dernier, que la crise a éclaté. La déréglementation de toute Wall Street et Abbey Street ici à Toronto, de toute l'industrie financière, suite au lobbying intense. Lobbying intense fait par toutes les think tanks et les lobbies. Et là, faut pas se faire d'illusions, chers auditeurs. Tout ça a commencé aux États-Unis à partir des années 1980, quand Reagan est arrivé au pouvoir, quand notre clown qui a fait le film Bedtime for Bozo, Reagan était avec un singe, mais je sais pas qui était le singe et qui était l'acteur, mais ça, c'est confus encore dans ma tête. Mais c'est un bon film. Vous allez au Video Store, vous demandez au gars, Bedtime for Bozo. Loue ça, puis regarde le film. Reagan, et 1h48 avec un singe. Non, mais, et qui aurait pu prétendre qu'il aurait fini président des États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde? Juste le singe aurait pu le prédire. C'est pas des singeries. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, sous Reagan a commencé ce vaste travail de SAP, de la déréglementation de l'État, et ça s'est fait via un lobby très puissant, Institute of International Finance. Et l'Institute of International Finance a fait une sortie encore la semaine passée. Et ces gens-là ne veulent pas plus de réglementation de l'État. Et pour éviter qu'il y ait de la réglementation de l'État, il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables eux-mêmes de s'auto-réglementer. Ce qui n'est qu'un leurre, ce n'est qu'un miroir aux alouettes. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, c'est ce lobby très puissant qui a été créé sous la présidence de Reagan en 1982 à Washington. Et si vous allez sur leur site web, iif.org, Institute of International Finance, tu vas voir, il y a les noms des 387 banques qui font du lobby via ce think tank-là. Et les boss, ils ont compris que leurs idées avaient un poids, avaient une valeur, et que s'ils finançaient leurs idées, Dieu sait qu'ils n'en ont pas une trolley, fait qu'ils sont attachés à leurs idées, ils n'ont pas beaucoup, ils vont les défendre bec et ongles, ils vont les subventionner, ils vont les financer. Et Dieu sait que la valeur de leurs idées est inversement proportionnelle qu'à leur montant d'argent qu'ils utilisent pour les financer. T'as-tu compris la nuance? Très important. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, le lobby Institute of International Finance a tout fait pour briser tout l'héritage qui avait été mis en place par le président démocrate américain Franklin Delano Roosevelt lors de la Grande Dépression dans les années 30 aux États-Unis. Et on a vu la fin de cela suite aux attaques concertées et continues de ce lobby-là et de ces think tanks-là en 1999, lorsque le dernier vestige, le dernier rempart, la dernière soute protectrice de ce Titanic financier qui empêchait de faire sombrer corps et bien, tout le bateau de la finance mondiale, le Glass-Steagall Act, la loi Glass-Steagall de 1934 aux États-Unis, 1933, pardon, eh bien, cette loi-là a été sapée, paf, pif, paf, paf, par M. Lawrence Summers, le banquier qui était ministre du Trésor de Bill Clinton, le démocrate, et par son bras droit, M. Robert Rubin, qui, lui, dès que la job de bras était faite, il s'est poussé, puis il s'est trouvé une planque, est allé pantoufler à la plus grosse banque à l'époque, elle l'est plus, la Citigroup de Wall Street. Voilà comment ça marche, voyez-vous? C'est juste des affaires de lobbying. C'est juste des affaires de maraudage et d'influence et de jeux de coulisses. Et c'est là que ça se joue, dans les coulisses, à l'abri des regards distraits et des projecteurs. C'est là que ça se fait dans l'antichambre du pouvoir. Et la game s'est jouée là. Et le peuple américain, trop occupé à couper de Price is Right, ont laissé leurs élites et leurs élus corrompus jusqu'à la moelle faire le travail de sape. Et ils se sont fait dire, you're safe. Everything's fine. Everything's under control. Just trust us. Ben justement, pour les avoir trop tostés, le peuple américain s'est réveillé avec un méchant mal de tête et l'onde de choc est maintenant rendue ici parce que ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est la même chose qui s'est passé ici. Et tout ce qu'on a dit ici, hey, don't worry, be happy, just trust us. Fais-nous confiance, nous on sait ce qui est bon pour toi. Voyez-vous, l'élite a peur du peuple. Le peuple terrorise l'élite corrompue parce que les boss ont peur de se faire éclabousser, parce que les boss, dans leur salon feutré, en train de boire leur brandy, manger leur caviar à la louche et puis de se vautrer dans les grands vins, les Pétrus à 28 000 $, les boss se disent, celui qui fonde la confiance sur le peuple fonde sa confiance sur de la boue. Mais les boss ont peur de se faire éclabousser par la boue du peuple. Alors, tu comprends? Ces gens-là, ils ont terriblement peur que la grogne du peuple monte. Et il faut divertir la plèbe, le peuple, pour que celui-ci ne se solidarise pas. Et tant que le peuple est désolidarisé,
ils se sentiront jamais menacés. Parce que le peuple, à vrai dire, il est divisé. Et ça, c'est vieux comme le monde. C'est Niccolo Machiavelli, dans le livre Le Prince, en 1516, qui a dit, dans Le Prince, diviser pour régner. Et ça, les boss, ils l'appliquent depuis des temps immémoriaux. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Mon frère, ma sœur, lâche la pinte de lait. Remets-le dans le frigidaire. Non, arrête de faire ce que tu fais. Écoute-moi. Redresse-toi sur ton tronc. Reprends ta prestance. Regarde-les droit dans les mirettes, dans les yeux, et dis-leur que ça en est terminé. Ya basta. C'est fini. T'as plus le goût de jouer la game. Que là, maintenant, t'as ouvert les yeux, que t'as compris leur gimmick, que cette fois-ci, ça passera plus, que maintenant, c'est intolérable, et que là, tu vas réagir. Cesse d'être passif, cesse d'être oisif. Depuis 2000 ans, l'Église te serine, peuple à genoux, attend ta délivrance. Mais jusqu'à quand? Le paradis, il n'est pas sur terre pour eux autres. Il n'est pas dans les airs. Il est aux îles Caïmans. C'est leur paradis fiscal. Et pendant ce temps-là, toi, ils sont en train de te plumer, mon pigeon. Alors, à chaque jour, pour eux, ils se lèvent un pigeon et ils veulent le plumer le maximum de temps sans faire de bruit. Fait que, cher auditeur, réagis. Sois pas passif. Parce que la passivité, ça, c'est une espèce de patente à gosse qui fait en sorte que toi, tu es dans l'attente. On attend un sauveur. Quelqu'un va venir. Et tu as pensé que c'était Jean Frisou-Charest, ton sauveur. Puis là, tu réalises que tu t'es fait fourrer. Cher auditeur, c'est triste à dire, mais il faut parler des vraies choses, il faut dire les vraies choses, et même si des fois ça tombe dreux, et ça tombe direct, et même si ça te secoue le poignet, et même si des fois ça te fait grincer les dents, on peut pas faire l'économie d'une réflexion. Donc, cher auditeur, l'émission Zone de Résistance sert à ça. On fait un travail de salubrité publique. On n'est pas la seule à le faire, on est plusieurs à le faire. Et il faut qu'il y ait d'autres personnes qui prennent le pôle relais et qui continuent à faire ces choses-là, etc. Parce que nous, on peut pas le faire éternellement. On fait notre petit bout de chemin, on fait notre petite portion, hein, vois-tu? Et on essaye d'apporter un éclairage différent. On réussit pas tout le temps, comprends-tu? Mais quand on est capable d'en influencer qu'un seul, on se dit que ça a valu la peine de quitter son foyer pour venir te rencontrer ici ce matin. C'est tout ce qu'on veut. On a influencé un, c'est positif. On est heureux et on a le cœur joyeux et on part dans l'allégresse et la volupté. Amène-nous d'autres sujets. Mon petit Oliver, on est-tu rendu à la fin? On est rendu à 2 minutes avant la fin, chers auditeurs. Il nous reste 2 émissions à faire ensemble et après ça, on s'éclipsera et on ira sur d'autres cieux plus cléments. Chers auditeurs, les documents qu'on peut voir à la TV dans les prochains jours, ben ça, c'est un document qui existe depuis un petit bout de temps et qui est très intéressant. Ce dimanche, à DocuD, qui a tué la voiture électrique? Who killed the electric car? Écoutez, c'est très, très bon. General Motors, les grands de l'automobile aux États-Unis qui se sont pris pour tuer la voiture électrique. Alors, à Canal D, ce dimanche, à 19h, et c'est en reprise pour les insomniaques qui ont mal digéré leur Tout le monde en parle. Je sais même pas qui va les inviter, anyways. Et c'est à 4h le matin, dans la nuit, de dimanche à lundi, pour les insomniaques à Canal D. Et dimanche, toujours, à Grand Reportage, c'est la reprise de ce qui a été présenté hier. Grand Reportage présente Facebook, Monsieur Zuckerberg. Alors, je l'ai regardé hier, mais je savais pas, c'était la version de l'émission Envoyé spécial que j'avais vue l'hiver passé. Alors, c'est l'émission Envoyé spécial qui avait passé cet hiver. Donc, c'est Grand Reportage RDI, Facebook, l'empire Facebook de Mark Zuckerberg à 20h. Et lundi, à Grand Reportage, le crash de 1929. Regardez ça. On passe ça à Grand Reportage, à RDI, lundi soir prochain à 20h. Regardez s'il n'y a pas des similitudes, s'il n'y a pas des choses qui se ressemblent. Troublant, c'est troublant. On va regarder ça ensemble. Bon, Oliver, merci pour la mise en onde. Merci à toi. C'est toujours plaisant. Et, chers auditeurs, on se retrouve pour une autre Zone de Résistance. On a encore deux émissions et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute CSM 89,3 FM. C'est la radio de Merci Montréal. Bye tout le monde.